dans vos clubs et puis aux différentes échelles, locales, régionales, nationales. Donc j'ai le plaisir de vous présenter les personnalités de cette table ronde. On a tout d'abord Philippe Lyotard, qui est à gauche, qui est enseignant, chercheur à Lyon 1. Ensuite, Marie-Françoise Potreau le présentera davantage. On a également Christine Duchamp, qui est DTN à la Fédération française de hockey sur glace. Donc on a ensuite Marie-Françoise Potreau, qui animera cette table ronde et qui est vice-présidente du Comité national olympique et sportif en charge de la mixité. Puis Sandrine Jamin-Sanson, qui est enseignante en STAPS et à l'USMB, que vous devez être nombreuses et nombreux à connaître aujourd'hui. Et on a ensuite Céline Deroilière, qui est athlète de haut niveau en paraski alpin. Et enfin, Anissa Berouane et Louise Frionnet, qui sont deux joueuses du club de football lyonnais, les débuteuses. Donc elles vous en parleront davantage. Donc sans trop tarder, je vais passer la parole à Marie-Françoise Potreau. Merci beaucoup. En tout cas, bonjour à tous et tous. Je suis ravie de partager ce moment de réflexion avec vous dans ce cadre de cette quinzaine de l'égalité. Je dirais bravo à la municipalité de Chambéry d'organiser ces temps de réflexion parce que c'est hyper important aujourd'hui de travailler sur ces sujets, qu'on les travaille bien sûr déjà dans des politiques, je dirais, institutionnelles, telles les ministères des Sports, etc., ou même les fédérations, puisqu'on a une application aujourd'hui de textes pour trouver cette égalité, cette parité, cette mixité aussi. C'est pas suffisant. Je pense que le chemin va être long. L'aboutissement, j'en sais rien si on le verra, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce sujet est d'actualité, encore plus parce que on a affiché pour 2024 des jeux à tendance paritaire, je vais dire, parce que paritaire dans tous les domaines, ça m'étonnerait, mais à tendance paritaire en tout cas, et j'y reviendrai. Donc voilà, moi je suis ravie de pouvoir échanger avec vous, avec l'expertise autour de moi, de cette table ronde qui va pouvoir témoigner, parce que je pense que la vérité, elle vient du terrain, c'est-à-dire les expériences de terrain qui font que on peut affirmer les choses parce qu'on les a vécues, parce qu'on les voit, parce qu'on les teste, parce qu'on les mesure. Je crois que c'est ça qui est important dans cette dynamique de vouloir vraiment travailler sur ces enjeux. Pour me présenter très vite, donc je suis vice-présidente du Comité national olympique et sportif et je suis en charge évidemment le plan de féminisation. Puis voilà, et différents bien sûr, et j'ai aussi Paris 2024. Paris 2024, c'est pour moi 24 dossiers aujourd'hui à suivre, à délivrer des jeux. Alors c'est pas moi qui délivre les jeux, mais par contre sur les 24 dossiers, j'ai les engagements volontaires, j'ai les appels à projets dans Impact 2024, nous avons tous les sujets de parité sur tous les salariés, etc. Il y a toute la délivrance aussi des différentes disciplines des jeux et la façon dont ça va se passer pendant toute cette période des jeux. Ça y va de la sécurité en passant par voilà, les précautions à prendre. Aujourd'hui, on est sur le débat de savoir si on accepte les Russes ou pas. Voilà, donc c'est des sujets extrêmement importants, mais bon, moi j'apprends beaucoup au travers cette expérience des Jeux de Paris 2024, et d'autant plus que, si vous voulez, on a vraiment ce sujet de parité, ce sujet de trouver ces leviers d'égalité demain à travers ces Jeux de Paris 2024 qui sont symboliques parce que c'était en 1900 à Paris qu'on a accueilli les premières femmes sur les Jeux modernes. Donc ça a du sens qu'en 2024 on se pose la question de la parité ou de l'égalité sur les Jeux de Paris. Voilà. En plus de ça, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je suis vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, c'est mon deuxième mandat. C'est pas un mandat par défaut, hein, c'est un mandat que j'ai choisi. Parce qu'on peut aussi se poser la question dans les élections des fédérations lorsqu'on candidate en tant que femme. Mais non, là donc c'est un choix. Donc, et bien sûr sur ce deuxième mandat, et en tout cas sur le mandat précédent, j'ai eu en charge, et j'ai toujours en charge, ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire un plan de féminisation. Dans une fédération où on représentait à peine 10% des licenciés,
vous en doutez, parce que le vélo est encore, doit progresser sur ce sujet. En tout cas, le plan de féminisation de la fédération s'est décliné, donc on est sur la 2e Olympiade, et on voit combien il y a la progression. Donc moi je suis convaincue que c'est par les actions que l'on est en train de faire bouger les lignes. Alors peut-être qu'on ne roule pas assez vite, mais en tout cas on avance, et je suis ravie de voir les effets en tout cas de cette féminisation, et on a encouragé toutes les fédérations à se doter d'un plan de féminisation il y a quelques années. C'était une mesure institutionnelle, ministère des Sports. On les a quasiment arrêtés là sur les la dernière mandature. Pour autant, je pense qu'on est en train avec Amélie Castera, on est en train de repenser à les remettre en place, notamment parce qu'on sent que c'est un véritable levier quand on identifie réellement les actions à mettre en place. Je suis également, depuis 2 ans, je suis vice-présidente de la commission égalité des genres à la Commission européenne, ce qui est pour moi, je suis ravie de l'être parce que la présidente est une Anglaise. Et pour autant, on a beaucoup d'échanges avec de nombreux pays sur les avancées des uns et des autres. Et ça me permet de comparer si, bien sûr, on est en avance ou en retard. Et puis, c'est aussi de trouver des leviers avec cette puissance européenne qui est pour moi un véritable levier pour faire avancer aussi notre sport en France. Voilà. Et puis, peut-être que juste avant tout ça, effectivement, donc je suis retraitée, donc pour faire tout ça, voilà. Et puis, avant tout ça, j'étais cadre technique, voilà, à la Fédération française de cyclisme. J'ai été la première femme cadre technique, avec tous les déboires que ça peut comporter lorsque vous êtes une seule femme dans ces métiers-là. Mais ma collègue à ma droite vous racontera un petit peu son parcours. Vous dire 2 mots sur cet engagement aussi au Comité national olympique et sportif. Vous savez que la loi de la parité est tombée, c'était vraiment une volonté de la nouvelle ministre de mettre en place cette parité. Donc après 2024, les fédérations devront, si vous voulez, se doter de parité dans leur bureau exécutif, leur conseil d'administration. C'est une loi, elle a passé, donc elle doit être exécutée. Pour autant, il y a eu un peu de tollé parce que, voilà, on part de loin, vous allez voir, il y a quand même des choses extrêmement encore à convaincre en tout cas, et puis surtout à faire la place aux femmes dans ces conseils d'administration et ces bureaux exécutifs qui ne sont pas évidentes. Donc, au niveau du Comité national olympique et sportif, j'ai souhaité, avec la présidente, c'est d'engager une véritable mission sur l'accompagnement des fédérations sur ce sujet-là. Et ça s'appelle le Club des 300, puisque après avoir fait faire une étude complète par fédération, on a à peu près une centaine de fédérations qui ont répondu. On a pu constater l'absence, on a à peu près il manquerait 247 femmes dans les fédérations pour les bureaux exécutifs des fédérations, et il en manquerait à peu près 800 sur les conseils d'administration. Vous imaginez ce que ça représente, et c'est ça après 2024. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse un coup d'accélérateur, et on a donc mis en place avec un budget, c'est un budget énorme, 400 000 € sur cette action, pour accompagner les fédérations à la féminisation de leurs instances dirigeantes. C'est-à-dire que c'est un programme où on a fait candidater des femmes. Donc on a une première promotion qui est en cours, qui finira en juin, sur 157 femmes qui sont en formation, avec des concepts pour moi que je souhaitais innovants, c'est-à-dire arrêter de faire de la formation en présentiel mais en distanciel pour que ça soit facile pour ces femmes. Donc on a, avec le cabinet Olbia, monté tout un programme d'accompagnement à cette prise de responsabilité sur 1 an, au rythme qu'elles veulent, avec des plateformes, etc., qui leur permettent vraiment d'adapter cet accompagnement, encore une fois, à leur rythme, et de façon à ce qu'elles soient en capacité et qu'elles osent surtout candidater
après 2024 sur ces postes. Donc aujourd'hui, moi je suis très satisfaite des retours que j'ai de cette première promotion. La deuxième promotion, ça sera pour septembre prochain. En tout cas, on ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas préparé des femmes à ces postes-là. On les prépare, encore faut-il qu'on vienne comment dirais-je, les accueillir, qu'on souhaite les accueillir, et puis, mais en tout cas, elles auront la possibilité de candidater, et donc moi j'en suis très fière. C'est un programme qui s'appelle 300 femmes dirigeantes, et que l'on met. Dernièrement, on l'avait symboliquement bien sûr lancé le 8 mars dernier. Cette année, pour le 8 mars, j'ai voulu m'attaquer à un deuxième sujet, toujours aussi financé dans Impact 2024, donc par les fonds aussi procurés par les Jeux de Paris, sur les métiers du sport au féminin, parce qu'on a quasiment plus de femmes dans les métiers de cadre technique, d'entraîneur, etc., parce qu'on en a fait des métiers atypiques. Voilà, du 24-24, 365 sur 365, et ça ne correspond pas du tout à des femmes aujourd'hui, même à des jeunes générations d'hommes. Donc aujourd'hui, ce programme des métiers fait que on est en train de travailler sur le sujet, et on pense qu'on va déployer durant le premier semestre 2024 une tournée dans les écoles avec voilà, des vidéos qui permettent de faire la promotion des métiers. Parce qu'on pense que les métiers du sport ne sont pas connus, voilà, ne sont pas suffisamment connus, qu'on soit d'ailleurs des garçons ou des filles. Et encore une fois, dans la perspective des Jeux, pouvoir mettre cette action nous paraît tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on n'est pas en dehors non plus de la société. Hein. Si il y a un maire sur 5 qui est une femme, vous avez une présidente d'intercommunalité sur 10 qui est une femme, à peine 29% des communes concernées par les règles de parité. Et pourtant, et dans le sport, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a 2 femmes présidentes de fédération olympique, 2. Voilà, 20 femmes de fédération non olympique, 38% de licenciées féminines. Et quand on parle de l'activité professionnelle, on a 34% de femmes éducatrices sportives, 32% de femmes éducatrices avec une spécialité, donc ce qui est très peu. Et puis on est sur 18% de femmes cadres techniques, et on a 20% de femmes DTN aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'est la transition est toute faite pour que je puisse commencer à interroger en tout cas les personnes autour de moi sur cette table ronde, qui vont justement pouvoir témoigner, faire part de leurs préoccupations, ou en tout cas aussi des avancées. Et quand je vous disais ce faible nombre de femmes cadres techniques, à ma droite, Christine Duchamp, qui fait partie de ces rares femmes DTN aujourd'hui, qui a un palmarès important, qui a été en équipe de France, qui a beaucoup œuvré, en tout cas aussi tant avec sa casquette de joueuse que sa casquette de cadre d'État. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, Christine, c'est vraiment l'exemple même de la personne qui a gravi les échelons. Et pour autant, ça n'a pas dû être facile. Des moments, c'est un peu casse-gueule, comme je dis. Et donc, je vais lui laisser la parole parce que Christine a beaucoup à dire sur son parcours. Alors, Christine, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ton parcours, et dire surtout depuis quand tu es DTN? Bonsoir à tout le monde. Alors, effectivement, mon parcours, je suis DTN, c'est ma 5e année, donc c'est la 2e Olympiade. On parle de Paris 2024, il y a beaucoup d'échéances qui sont sur les Jeux d'été. Moi, je suis dans une fédé de sport d'hiver, donc on est sur un rythme un petit peu décalé. Donc, je suis DTN depuis 2018 et on a eu les élections en 2022. Donc, c'est la première année de ma 2e mandature, la 2e mandature de mon président. Donc, effectivement, je suis issue de la filière interne, on peut dire, c'est-à-dire que c'est mon sport, le hockey sur glace. J'ai été joueuse, puis après, à la fin de ma carrière de haut niveau, j'ai été entraîneur, et puis entraîneur de l'équipe de France senior, et puis ensuite j'ai eu différentes missions, mais notamment une mission de manager des équipes de France junior masculine en tant que DTN adjointe, et puis dans la continuité, j'ai pris le poste de DTN. Voilà, donc elle a pris le poste de DTN. Alors j'ai envie de te poser la question, est-ce que au moment de candidater, quelles questions tu t'es posées? Parce que je sais qu'elle s'en est posée. Voilà, est-ce qu'il y a eu du doute? Comment est-ce que tu t'es, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que d'abord, je veux dire, on n'est pas venu te chercher spécialement. Alors au début, je voulais pas y aller. Très clairement. En fait, c'était pas prévu. Même si, alors
pour la petite histoire, Marie-Françoise était a fini sa carrière de cadre technique à la Fédération de hockey sur glace, et on avait un peu échangé, et puis elle m'encourageait à prendre un poste de direction. Je m'étais dit pourquoi pas DTN adjointe, mais on s'arrêtera là certainement. Donc c'était pas du tout dans un plan de carrière. Déjà au départ, comme dit un de mes amis, moi je voulais être prof de ballon, c'est-à-dire je voulais être prof de PS. Vous êtes en STAPS, donc pour la plupart d'entre vous, donc je pense que beaucoup d'entre vous sont rentrés en STAPS en voulant être enseignant, prof de PS, c'était mon cas. Et puis j'ai bifurqué quand on m'a présenté un projet intéressant. Tu parlais tout à l'heure de la méconnaissance de certains métiers du sport. Je ne savais pas que ça existait, le métier de cadre technique. Je ne savais pas quand j'ai commencé la filière STAPS qu'il y avait un concours qui s'appelait le professorat de sport. Je l'ai découvert au gré des rencontres que j'ai pu faire avec... alors dans ma pratique de haut niveau, forcément, on est en lien avec la fédération. Et c'est comme ça que j'ai cheminé et que je suis rentrée finalement à la fédération de hockey sur glace. Par rapport à... je reviens à la question... au moment où l'opportunité s'est présentée, c'était pas prévu. Le DTN a été sorti, remercié de manière un peu brutale. C'était pas du tout prévu à ce moment-là. Donc je ne m'y étais pas préparée à son départ, et je pense personne n'avait trop anticipé ce départ-là. Et donc, comme j'étais adjointe, naturellement, on s'est tourné vers moi pour faire l'intérim, et très rapidement, mon président est venu me dire qu'il souhaitait que je prenne la suite. Donc, j'ai demandé un délai de réflexion, et en fait, j'avais pas du tout envie. Au départ, j'avais pas envie, et j'ai construit le projet de prendre le poste déjà en me disant, de toute façon, pendant les 6 mois d'intérim que j'allais devoir faire de toute façon, c'est moi qui allais faire le boulot. Et puis à la fin de ces 6 mois, on me dirait merci, c'est sympa, ou alors on me disait c'était pas très bien, et au revoir. Donc je me dis, quitte à rentrer dedans, autant le faire jusqu'au bout et dire que je prends aussi les avantages et je prends pas que les inconvénients. Et comment, donc, comme tu dis, ce passage-là de 6 mois qui était un peu l'intérim, etc., comment tu l'as vécu? Alors, je l'ai vécu assez difficilement, mais je pense pas lié au fait que je sois une femme. Je pense que ce qui était très difficile, c'est la charge de travail d'un seul coup. Tu sais ce que représente ce genre de responsabilité. Et j'ai pris cette charge de travail d'un seul coup. Après, bien sûr que le fait d'être une femme dans un sport de mec, nous c'est 12% la part de femmes dans les licences, de manière générale, plutôt 13% si on parle des dirigeants, et plutôt 11,5% si on parle des pratiquants. Donc forcément, je suis dans un sport d'hommes, mais depuis longtemps. Et dans la mesure où j'ai gravi les échelons petit à petit, je pense que c'était moins effrayant ou moins difficile en tant que femme de prendre ce poste-là, de par toutes les étapes que j'avais franchies auparavant, et d'être, alors peut-être que j'anticipe un peu sur d'autres questions, mais j'avais besoin de me sentir crédible dans les différentes sphères où j'ai intervenu. Tout d'abord, en tant que cadre technique, au départ, je ne voulais pas, j'étais en difficulté pour agir dans des actions où c'était que des hommes qui étaient là. Par exemple, en tant que conseiller technique, on doit aller conseiller les entraîneurs des clubs. Je ne me sentais pas légitime, malgré, peu importe mes compétences, mon parcours, je ne me sentais pas légitime pour aller donner des conseils aux entraîneurs qui entraînaient des garçons. De la même façon, au fur et à mesure de toutes ces actions, de ces missions que j'ai pu avoir. Et en fait, c'est parce que j'ai cumulé toutes ces expériences, un peu de conseiller technique, où on se jette dedans et on n'a pas le choix, où on s'y jette à un moment donné, et puis on finit par dire, en fait, ça marche, ils m'écoutent, parce que ce que je dis, c'est pas trop mal, en fait. Donc ils finissent par m'écouter, apparemment ça a l'air d'être correct ce que je dis, puisqu'ils sont d'accord avec moi. Et puis on fonctionne comme ça, petit à petit. La légitimité, je l'ai eue aussi en tant qu'entraîneur. J'ai entraîné une équipe nationale. Puis après, en tant que manager des équipes masculines, ça a été hyper important pour moi d'aller chercher ce crédit, de m'occuper des garçons pour prendre un poste où je m'occupe des garçons comme des filles. Et le dernier point qui était important pour moi dans la construction de cette légitimité, c'est j'étais entraîneur adjoint, alors avec une petite mission en charge de la vidéo, de l'équipe de France senior masculine. Pendant 4 saisons, j'ai fait 4 championnats du monde élite, du top mondial de ma discipline, en tant qu'entraîneur adjoint
de cette équipe. Et donc, j'ai construit ma légitimité auprès des différents publics. Puis le dernier point qui est indispensable pour se sentir en confiance et y aller, c'est que le président ait envie et que j'ai pas été forcément... je me sentais légitime auprès du président puisque c'est lui qui m'a demandé de prendre le poste. Donc, oui, c'était difficile et en même temps, non par rapport à mon parcours. Oui, donc encore une fois, c'est sûr que tu parles de légitimité parce que en fait, ton parcours de sportif de haut niveau fait que tu te sentais légitime pour le prendre. Après, on sait effectivement que sur ces postes-là aujourd'hui, il y a la décision du président qui compte beaucoup. Et le président qui était Luc Tardif à l'époque, canadien, et donc on sait aussi combien au Canada l'égalité homme-femme est quand même beaucoup plus avancée que chez nous. Donc pour lui, il y avait déjà, je dirais, ce traitement relativement égalitaire entre les filles et les garçons et qui faisait très peu de différence sur le sujet. Oui, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu depuis assez longtemps, cette différence entre les pays, alors l'Amérique du Nord et notamment le Canada, l'Europe du Nord aussi, où dans les années 2000, pour les premières fois où je suis allée aux États-Unis, au Canada, c'était la première fois qu'on ne me demandait pas pourquoi je faisais du hockey sur glace. Parce qu'en France, à chaque fois, c'était « Ah, tu fais quoi comme sport, du hockey sur glace ? Ah, mais pourquoi en tant que femme ? Ah bon ?» Alors que là-bas, c'était « Ah, tu joues dans quel club ? C'est quoi ton poste ? C'est quoi ?» On me parlait de sport, alors qu'en France, on me parlait d'autre chose que de sport quand je parlais de hockey sur glace. Donc forcément, au Canada notamment, je pense qu'ils ont 20 ans ou 30 ans d'avance sur nous, socialement, sur l'égalité. Et c'est vrai que d'avoir un président d'origine canadienne, même si ça fait longtemps qu'il est en France, je pense quand il est parti du Québec, ils étaient déjà beaucoup plus avancés. Et je pense son entourage a facilité. Ouais. Alors peut-être encore une question, c'est quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des jeunes femmes qui voudraient aller sur ces métiers-là ? Je dirais que il faut saisir les opportunités. En tout cas, si je regarde quand on donne des conseils, c'est un peu particulier parce que chaque parcours est différent. Mais en tout cas, je pense que il y a des opportunités qui passent un moment et pour les saisir, il faut avoir créé le contexte, d'être en capacité de les saisir. Donc, ça veut dire de se donner les moyens en travaillant, en mettant en construisant pour moi, ça a été ma légitimité, mais ça peut être d'autres choses pour d'autres personnes. Et de saisir ces opportunités, de toute façon, quand on est une femme ou quand on rentre dans un nouveau poste, le début est toujours difficile. Et finalement, il n'est pas beaucoup plus difficile si on s'est donné les moyens d'y arriver. Donc, il faut oser, ce que tu disais tout à l'heure. Oser et puis voilà, saisir les opportunités, puis des fois se les créer, pousser un peu des portes, enfoncer des portes même des fois. Oui, alors en tout cas, je pense qu'il faut se créer des opportunités, mais il faut aussi avoir des conseils, il faut avoir des gens à côté aussi, hein, je crois que c'est extrêmement important parce qu'on a besoin de soutien. Moi, je l'ai vu aussi dans ma carrière, mais on a besoin de soutien pour pouvoir continuer à croire en nous parce que c'est pas si évident que ça. Ouais, c'est primordial. On parlait de légitimité, ce dont tu parlais aussi sur la conférence là, pour les femmes dirigeantes. La formation, je n'ai pas vu les contenus que vous dispensez. Bien sûr qu'il y a des contenus avec des compétences, mais un des leviers importants, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on fait et dans ce qu'on sait faire. Parce que dans n'importe quel poste, qu'on soit un homme ou une femme, il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on ne sait pas faire, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, les femmes, on a tendance à voir tout ce qu'on ne sait pas faire ou à douter, alors qu'un homme commence par dire oui, et puis après il se dit ah, ok, qu'est-ce qu'il faut pour le poste. Une femme se dit bah, qu'est-ce qu'il faut pour le poste avant de dire oui. Et donc je pense que on a besoin de soutien, d'aide pour avoir un miroir qui soit un peu plus, qui ait un peu plus de confiance dans ce miroir-là, des gens autour. Tu as été de ces personnes-là autour de moi, entre femmes, mais pas que. On a besoin aussi, moi, mon président, qui me faisait confiance et qui m'a, alors l'ancien et le nouveau, puisqu'il y a eu un changement entre-temps, des présidents qui vous font confiance et qui vous renvoient une image de quelque chose qui est peut-être un peu plus vrai que l'image que vous avez de vous-même.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi un point sur lequel moi, quand je conseille encore des collègues qui veulent prendre des postes ou que je les encourage, c'est de ne pas en faire des métiers atypiques. Parce que moi je l'ai vécu à quelque part, c'est-à-dire pour être légitime, faire du 24-24, 365 jours disponible, etc. C'est pas ça qui demain vous rend crédible, c'est pas ça qui demain vous rend performante sur ces métiers-là. Et pour autant, on est très souvent confronté à ça. Moi je l'ai connu, je pense que tu l'as aussi à un moment donné, on rentre dans ce sujet-là parce que on se dit pour bien faire, il faut qu'on fasse plus que les autres. Et ça, c'est encore très féminin, j'ai envie de dire, et je le ressens et je le conseille à des collègues. Il y a une collègue là qui quitte un poste de DTN et qui me dit mais j'ai tout fait. J'ai dit mais justement tu en as trop fait, parce que peut-être que en faisant un peu moins, tu aurais peut-être aussi eu le même issue d'ailleurs, mais elle a voulu tellement donner que voilà. Et ça, c'est vraiment encore des choses sur lesquelles on est vraiment, c'est dans nos gènes d'essayer de faire plus pour croire qu'on va être beaucoup plus crédible sur ces métiers-là. Donc voilà, moi je crois que sur ces postes de cadre, sur ces postes d'entraîneur, et j'espère que dans la salle on vous fait envie, en tout cas sur ces métiers sportifs, c'est que après, bien sûr, ils sont extrêmement intéressants, ils sont extrêmement motivants, il y a vraiment beaucoup de choses où on est passionné quand on fait ces métiers-là. Pour autant, il faut les rendre visibles. Et aujourd'hui, on manque de visibilité, on manque je dirais, de médiatisation sur ces postes-là, et j'espère que sur les Jeux, j'ai demandé... j'ai rencontré les chaînes de télé et je leur ai demandé que pendant les Jeux, on ait vraiment des focus sur les femmes qui font ces métiers, parce que c'est extrêmement valorisant, et puis ça doit donner envie, à toutes et toutes, en tout cas pour embarquer sur ces beaux métiers. Voilà, je crois qu'on va passer une vidéo des métiers. Parce que je vois pas, je vois à l'envers. Quand je vous dis de la visibilité, voilà, en tout cas, il y a eu des choses de faites en vidéo, justement, et qui peuvent être aujourd'hui, on les a passées le 8 mars, mais il y en aura encore d'autres, et on veut les passer dans les écoles. Je m'appelle Alexandra Lambert, j'habite à Bois-le-Roi, dans la Seine-et-Marne. Je suis devenue mécanicienne, et j'ai ouvert mon atelier de réparation qui s'appelle La Fille au vélo. Je me suis mise à faire du vélo tardivement. J'ai rencontré une fille qui bossait dans le même bâtiment que moi, mais pas dans la même boîte. Donc je suis partie rouler avec elle un soir. J'étais rincée, j'étais fatiguée, mais j'étais heureuse d'avoir repris le sport. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à crever, j'ai commencé à voir que mon vélo était trop grand, que en fait le vélo c'était pas si simple. La Fille au vélo, bonjour. Ouais, ok. Du coup, le mieux, ce serait que je vois le vélo, vous passez avec, et comme ça, je vous fais une estimation à peu près du prix. J'ai rencontré donc mon pote, et il bossait dans l'atelier où je faisais réparer mes crevaisons. Plus vite vous passez, plus vite il y aura de chances qu'il soit prêt avant samedi. Je me suis lancée comme ça, j'ai commencé à réparer dans ma cave, dans mon sous-sol. Quelqu'un m'a mis en relation avec mes propriétaires actuels. Oh, ça va. Le matin, c'est que à ce moment-là que les gens peuvent me déposer les vélos, en fait. Il a quel âge, votre vélo 10 ans. Pour les pistons? Pour les pistons, ouais. Ça vient de là? Ça vient de là. Ah oui, parce que là, il n'y a pas assez de liquide, en fait. À ce moment-là, j'essaye de vous le faire. Voilà. L'après-midi, je travaille atelier fermé. Bon, donc là, c'est pas un problème de manette, que ça fonctionne quand j'ai détaché le câble. Je pense que c'est le côté artisanal, en fait, le côté manuel, qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils savent plus réparer parce qu'ils ont plus le temps, et je pense que la plupart préfèrent payer pour que quelqu'un s'en occupe, en fait.
pour moi, c'est une liberté déjà parce que du coup, j'ai monté mon affaire toute seule. Après, j'aimerais bien aussi développer un système aussi de location de vélo, par exemple. Je vis de ma passion et non, je suis hyper fière en fait. Voilà le témoignage d'un métier où vraiment très peu de femmes en mécanicienne cycle. Et aujourd'hui, je suis fière parce que les équipes de France en ont recruté 2. Donc voilà, donc ça aussi, mais pour autant, elles ne sont pas disponibles toute l'année. Là aussi, il faut savoir modifier les fonctionnements et dire elles ne partiront pas tout le temps sur les missions équipe de France, elles ont besoin de récupérer, de faire autre chose, etc. Donc c'est aussi changer sa façon d'organiser l'emploi du temps et puis l'activité sportive. En tout cas, voilà, ça c'était un beau témoignage, parce que des mécaniciennes SIC, c'est quand même, ça court pas les rues. Voilà, et puis pour autant, je peux vous dire, en équipe de France, quand je les ai présentées, on les a testées, parce qu'on s'est dit, vraiment, vous croyez qu'elles vont être capables de... Donc c'est quand même, et j'étais très fière parce qu'elles savaient faire. Voilà. Voilà, en tout cas, sur ces métiers qui sont, et encore une fois, les rendre visibles, hein, ces promotions au travers des vidéos, et pouvoir diffuser ce genre de vidéos auprès des jeunes qui sont en quête de métier, je trouve que c'est extrêmement important. Alors un autre sujet qui est aussi passionnant, c'est, vous savez, aujourd'hui, quand on voit les tenues sportives, quand on voit les Tours de France qu'on a pu faire avec des cuissards en laine, par exemple, en ce qui me concerne, et aujourd'hui avec des belles tenues en lycra, etc., on se dit que ça a tellement évolué. Ces tenues vestimentaires, on le voit aussi dans d'autres sports. Et puis l'évolution, on a voulu tellement en faire qu'à un moment donné, on va dans des extrêmes. Et vous avez eu sans doute connaissance des jupettes, je crois que c'était en handball, non, c'était pas ça, où ils avaient testé ça, basket, voilà. Donc tout ça fait que, et on voit aussi combien les marques, notamment Nike, Reebok, s'intéressent aujourd'hui à ces tenues de sportifs et de sportives notamment, et on voit combien la spécificité du sport féminin passe aussi par ces équipements vestimentaires aujourd'hui et appropriés, et qui méritent, je crois qu'on s'y arrête aussi un moment, et on a la chance d'avoir Sandrine avec nous, qui va bien sûr se présenter particulièrement, qui est enseignante en STAPS, je crois que vous la connaissez, et qui va préciser son parcours, mais en tout cas nous dire pourquoi, Sandrine, cet engagement déjà, voilà, et quel est l'objectif, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre avec ce travail sur les équipements vestimentaires, et puis ce que tu as envie de nous dire aussi, parce que voilà, ces recherches, ça demande aussi de communiquer pour qu'on puisse aussi prendre conscience de ce qui se passe au travers ces vêtements sportifs, et peut-être aussi éviter les dérives qu'on connaît aussi parfois. Bonsoir à tous et toutes. Alors, pourquoi cet engagement? En fait, ça a commencé très tôt. Il est lié tout simplement à ma pratique sportive. Ça a commencé très tôt quand j'ai voulu m'investir dans des activités sportives dites à l'époque plutôt masculines. Donc j'ai fait tout ce qui était pas fait pour les filles. J'ai fait du baseball, j'ai fait du football, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'en ai fait un certain nombre. J'ai touché à tout et évidemment, les premières remarques que j'entendais, c'était garçon manqué. En fait, je comprenais pas pourquoi manquer. J'arrivais pas à percevoir où était le manque, alors que moi, de mon côté, je trouvais que les garçons avaient vachement de chance parce qu'ils avaient le droit de faire plein de choses. Et moi, on me renvoyait plutôt à cette oui, mais pourquoi tu mets pas de jupe en plus enfin, t'es une fille, quoi. Enfin, donc ça a commencé comme ça m'a interpellée très tôt. Et puis après, le hasard des études en STAPS m'a amené à questionner effectivement l'histoire de femmes qui gravissent nos montagnes aux alentours, et ces femmes qui restaient accrochées à des buissons lorsqu'elles montaient à la croix du Nivolet pour les Chambériens ou les Chambériennes. Et je m'étais dit, mais quelle idée de monter en jupe ou en robe, enfin, pour gravir une montagne, quoi. Pour moi, c'était impensable. Donc c'est venu de là, cette incompatibilité que je ne comprenais pas.
D'où cette réflexion, c'est-à-dire comment évolue le vêtement sportif, qu'est-ce qui va permettre d'expliquer qu'un vêtement se transforme, qu'un vêtement sportif se transforme. Et la première réflexion que je m'étais faite, c'est logiquement, il doit être adapté à la performance. Donc c'est l'aspect technique qui doit permettre la transformation de ce vêtement sportif. Et en étudiant un peu plus précisément du coup, la pratique des femmes par rapport à celle des hommes, je me suis aperçue que ce critère-là ne fonctionnait pas tout le temps, voire pas du tout. Il y avait d'autres critères qui intervenaient et qui apparaissaient, et notamment la question des normes socio-culturelles, qui va très vite se poser, sans parler de la question économique. Et à travers la question économique, on peut balayer plein de choses, hein, notamment qui va concevoir, penser et fabriquer des vêtements pour des femmes, pour un public qui est spécifique. Jusqu'à une période plus contemporaine, hein, la question du sponsor. C'est-à-dire que le sponsor va du coup donner de l'argent à qui, pour quelles raisons, et la question de la médiatisation des sportifs va se poser. Donc quand on regarde un petit peu à l'origine de la pratique sportive des femmes dans la compétition, je parle. Donc voilà, je ne vais pas vous retracer, mais on se rend compte que très vite, l'attention va porter sur la tenue vestimentaire de ces femmes. Dès que les fédérations, enfin dès que les institutions, alors c'était pas des fédérations, mais peu importe, dès que les premières institutions sportives se mettent en place, parce qu'il va falloir réglementer le sport de compétition, vous allez avoir un petit onglet sur comment les athlètes, hommes ou femmes, doivent s'habiller. Alors certaines institutions vont avoir une réglementation très explicite en la matière. Voilà, vous devez porter telle tenue. Et certaines de ces institutions vont dire attention, si vous êtes une femme, vous ne porterez pas la même chose que. Vous allez rajouter une petite jupette, par exemple. Et la jupette, on pourra même le trouver par exemple sur des maillots de bain dans la période des années 20. Donc la question de la différenciation vestimentaire, elle va être cruciale et essentielle pour de très nombreuses activités. On va trouver des différences en fonction de certaines activités et donc de certaines fédérations. Les différences, elles peuvent être liées au fait qu'il y a un caractère, une dimension sécuritaire, il y a un engagement physique particulier qui va nécessiter effectivement une tolérance sur des adaptations vestimentaires qui ferait que cette différenciation vestimentaire, on la voit moins. Ou on la voit plus, parfois. Mais la plupart du temps, c'est en effet la différenciation vestimentaire. Ça veut dire, très clairement, la différenciation vestimentaire, il faut qu'on voit que c'est bien une femme sportive qui pratique, et ça doit se voir dans sa tenue. Et le deuxième élément qui ressort, c'est la question du corps des femmes. En fait, qu'est-ce qu'on va accepter de dévoiler du corps des femmes? Et quand on balaye un petit peu cette histoire depuis donc ces origines de la pratique sportive des femmes, on constate qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Les premiers règlements, et je le dis bien, qu'ils soient implicites comme explicites, consistent à cacher le corps des femmes. Il ne fallait absolument pas qu'on voit le corps des femmes, parce que ce corps des femmes est un corps érotique. Donc ce qui va expliquer pourquoi les premières joueuses de tennis, on va les voir pratiquer dans des robes longues, des jupes longues, avec des chaussettes blanches, des manches jusqu'au poignet, avec un col jusqu'en haut, surtout ne rien montrer. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, les choses vont s'accélérer. Et ce qui va devenir, ce qui était impensable quelques années, quelques générations plus tôt, c'est la bascule. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on se rend compte que les tenues, elles se raccourcissent de plus en plus jusqu'à ce qu'on se connaît aujourd'hui dans la plupart des activités. On est sur des tenues qui dévoilent une grande partie du corps des femmes. Alors évidemment les jambes, parfois le nombril, puisque les femmes ont porté la plupart du temps des brassières. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui continue de m'interpeller. Qu'est-ce qui justifie, par exemple, en athlétisme, cette différenciation vestimentaire? On a eu une athlète australienne, Cathy Freeman, au jeu de Sydney, qui est arrivée en combinaison, avec la capuche,
sur le stade. Et aujourd'hui encore, enfin sur une interview qu'elle a donnée, je crois qu'il y a 2 ans, elle ne comprend pas pourquoi cette combinaison n'a pas été adoptée par les femmes. Parce qu'en fait, en termes de... cette combinaison permet de se protéger de toute forme d'intempérie, donc que ce soit la pluie, le vent. Elle dit qu'elle a l'impression d'être comme dans un cocon, et ça lui permet vraiment de se concentrer et de mieux... d'être plus performante en fait par rapport à cette tenue-là. L'un des facteurs que moi je vois, c'est en effet cette question de la médiatisation et de ce qu'on doit montrer du corps des femmes, qui peut expliquer ce fait que cet élément-là. Il y a surtout aussi en volet, ce qui s'était passé aussi, la polémique sur le volet avec les shorts très échancrés. C'est les culottes. Oui, c'est des culottes. En fait, on a plusieurs exemples là-dessus, exemple ou contre-exemple d'ailleurs. La Fédération internationale de volleyball, jusqu'en 2012, obligeait le port du bikini pour ses joueuses, dès lors qu'il y avait des matchs télévisés. Donc c'était écrit dans le règlement, c'est le règlement de la Fédération internationale. En 2012, donc, il y a eu pas mal de polémiques à cet égard. La fédération a fait marche arrière. Mais ça, c'était la Fédération internationale de volley. D'autres sont restés dans cette dynamique-là. La Fédération de hand, donc jusqu'à... Voilà, c'est en 2021, je crois, au championnat d'Europe de 2021, concernant la tenue des joueuses de beach hand, donc le hand sur sable, impose le port du bas du bikini. Et ces joueuses, on a une équipe de Norvège qui a sollicité la fédération en disant « Nous, on ne veut pas jouer, les jeunes filles ne veulent pas jouer en bikini, elles veulent porter un short. » Comme le règlement stipule qu'elles sont censées porter un bas de bikini, elles devront donc payer une amende pour pouvoir jouer, sachant qu'elles jouaient quand même une médaille au championnat d'Europe. Elles jouaient la médaille de bronze, je crois. Oui, donc on voit bien qu'il y a quand même une polémique sur ces tenues qui sont aussi du marketing. Je pense qu'il y aurait beaucoup à travailler avec les marques, je crois, qui cherchent vraiment, encore une fois, et là il y a de la visibilité. En principe, c'est pas sur la performance, mais sur l'équipement qui fait que d'un seul coup on vous donne de la visibilité parce que c'est intéressant et parce que ça peut aussi faire vendre derrière. Il y a tout un contexte sur le sujet. Je pense que, je voulais aussi me tourner vers toi, ton prénom déjà, Céline, parce que et puis après on reviendra bien sûr sur ton parcours, mais est-ce que toi, dans le handisport, est-ce que ce problème de la tenue, vous le ressentez aussi? Et est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il s'accélère aussi? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Donc déjà bonjour à tous. Alors du coup on est en sport, alors moi je connais plus le ski alpin du coup, donc on est en combinaison complète. Le seul truc c'est qu'en handisport du coup il faut qu'il soit adaptable, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les handicaps. Ensuite on a la même tenue que les garçons. La seule chose c'est que nous en ski alpin on a besoin d'aller vite, donc ça a besoin d'être près du corps. Et souvent voilà, la première chose qu'on remarque au départ ou à l'arrivée, c'est souvent les remarques de la jante masculine concernant le corps de la femme qui est assez moulé, on va dire, dans cette tenue. Ensuite, il y a aussi la question de la couleur de la tenue. Nous, on est habillés en blanc et souvent ça peut poser problème. La femme, durant les menstruations ou quoi, ça peut être problématique parce que voilà, quand on est en ski alpin en combinaison, on va pas changer toutes les 5 minutes. Donc voilà, on peut aussi avoir cette crainte que quand on est dans la cabine de départ et que les médias font un plan, un focus sur certaines parties de la femme, ça peut être problématique, que ce soit en handisport ou non. Oui, donc on voit bien que c'est aussi c'est un sujet aussi dans ton domaine. Sandrine, pour revenir à toi, quels sont les conseils, les préconisations que tu donnerais aujourd'hui à nous qui sommes des représentants de fédérations par rapport à ce sujet de tenue qui peut arriver demain sur d'autres disciplines?
je pense qu'il faut tenir compte de... Enfin, il faut peut-être donner la parole en fait aux premières concernées. À mon avis, il faut partir de là. Il y a un exemple que j'ai entendu, je crois que c'est la semaine dernière, il y a l'équipe de rugby irlandaise qui a obtenu de son, alors pour le coup pas de la fédération, mais en tout cas de l'équipementier, puisqu'on parle des combinaisons là, de son équipementier, de changer de couleur de short. Elles sont irlandaises, donc c'est plutôt le vert et le blanc. Et ben elles vont porter un short noir ou bleu foncé, enfin un short de couleur foncée. Elles l'ont obtenu, mais voilà. Donc ça part bien de, à mon avis, en tant que dirigeant, il faut tenir compte des préoccupations et chacun est libre de porter ce qui l'intéresse, mais il faut donner la possibilité de quoi. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore cette difficulté-là, où on est sur... les jeunes filles vont parfois porter ce qui reste en termes de maillot de foot. De toute façon, on n'a que ça, donc tu vas porter ça. Il y a ce manque de considération, en fait, ça a toujours été là. Alors oui, on s'améliore, oui, il y a des choses qui avancent. Mais à mon avis, et je pense qu'on aura d'autres exemples après derrière, pour moi, c'est la base, elle est là, quoi. De partir des pratiquantes et de leurs demandes, de ce qu'on peut proposer. Et je pense que les médias ont aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire accepter de montrer une autre image d'eux. Et alors, nous aussi, du coup, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire accepter de regarder une activité sportive dans laquelle on n'aurait plus de bikini, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je crois qu'effectivement, comme tu disais, il y a à la fois aussi les médias qui jouent un rôle important, mais je pense que les fédérations, en tout cas les institutions, doivent vraiment s'attarder. Et là aussi, je me dis que plus il y a dans ces institutions la gente féminine, plus on va être sensible à ce sujet et on va le porter. Sinon, on ne le porte pas. On pense que c'est tout à fait logique, normal, etc. Donc, vous voyez, tout est relié sur le fait que la présence en mixité fait qu'on peut éviter ce genre de sujet et préserver effectivement le corps des femmes, parce que je crois que c'est aussi important et ça peut aussi freiner des parents aussi de mettre une jeune fille dans une discipline par rapport justement à ces dérives, en tout cas sur les équipements. Je vais repasser la parole à Céline. Céline, cette fois sur ton parcours dans le ski, notamment le ski handicap. Moi, j'aimerais que tu nous dises si tu as entendu tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Est-ce que toi, tu ressens les mêmes choses? Est-ce que c'est accentué? Est-ce que ça s'améliore, en tout cas, sur cette prise en compte de l'handisport? Moi, j'ai l'impression qu'on avance sur l'handisport. Je repense à l'égalité des primes, en tout cas sur les jeux, qui sont les mêmes aujourd'hui. Et ça, c'est une belle avancée. Mais par rapport au secteur féminin, comment est-ce que tu le vis à quelque part? Et dis-nous de comment tu vis cette pratique de ski. Alors déjà, il faut savoir que quand on fait du ski alpin handisport, on n'est pas forcément sur le même pied d'égalité que les hommes, dans le sens où quand on passe une sélection, tout simplement là, par exemple dans l'équipe de France actuelle, on peut avoir 7 à 8 garçons et une seule fille, alors qu'il y en a d'autres. Ensuite, au niveau du cadre, il n'y a pratiquement que des garçons, je crois. Il doit y avoir une kiné fille, voilà. Tout le reste, que ce soit au niveau des coachs, au niveau des techniciens, ça c'est que des garçons. Donc de ce côté-là, niveau égalité, on n'est pas encore au top. Concernant le handicap, au niveau de la médiatisation, il y a eu des avancées, forcément. Nous, en ski alpin handisport, on a eu la chance d'avoir la grande championne Marie Baucher qui a fait bouger les choses et qui est très active de ce côté-là. Malheureusement, c'est pas encore resté médiatisé dans le sens où, soi-disant, ça n'intéresse pas les gens de voir en fait du handisport. Ce serait pas assez, on va dire, on n'aurait pas un assez bon niveau, on va dire, où il faut toujours montrer, du coup, sa légitimité cette fois-ci de pouvoir faire du sport à ce niveau-là. Donc nous, par exemple, quand on commence à rentrer dans l'équipe, on nous dit il faut faire du ski avec les valides. Donc en fait, la première chose, c'est vous allez dans un club valide, vous entraînez avec eux, vous faites les courses valides. Donc du coup, moi j'ai fait des courses valides par exemple cette année pour du coup montrer son niveau, montrer qu'on est capable, montrer que... Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit handicap, donc je suis considérée dans le groupe du handisport comme n'ayant pas de coefficient, ça veut dire que je skie comme si j'étais valide.
Mais forcément, quand je skie avec les valides, j'ai pas forcément la même poussée au départ, ou quand je tape avec les bâtons, forcément, j'ai quand même un déséquilibre, hein, ça se voit. Du coup, c'est vrai que les résultats chez les valides, c'est pas forcément les mêmes, mais on est obligé de toujours comparer les valides, les handis, pour dire regardez, nous aussi on sait faire, on sait skier, on sait faire du sport comme les autres, et on peut le montrer à la télé, ça peut se montrer, des gens peuvent s'intéresser à ce sport aussi, et voilà, on est comme les autres. Donc il y a des grandes avancées, mais on n'est pas encore, je pense qu'il y a encore un grand chemin à faire. Et du coup, ce serait d'en profiter de Paris 2024, tout ça, pour accentuer cette médiatisation et montrer que dans tous les sports, c'est possible et intéressant aussi. Oui, de toute façon, c'est vrai que pour échanger avec Amélie Le Fur, qui défend beaucoup la cause de cette égalité de traitement sur le sport, sur l'handisport et le sport des valides, je crois qu'il y a des belles avancées, notamment les primes, qui sont les mêmes aujourd'hui aux Jeux, qui ne l'étaient pas avant. Donc ça, c'est vraiment, franchement, une belle avancée. Mais je crois qu'effectivement, ce traitement... Est-ce que tu penses que ça passe aussi par de l'encadrement beaucoup plus mieux formé, plus spécifiquement formé parce que tu vois, là, quand tu me dis, ça je ne savais pas que vous étiez avec les valides, donc les valides, ils ont une formation qui est celle qu'ils apprennent, etc. Il y a quand même des spécificités. Comment est-ce que tu sens ça? Voilà, oui. Honnêtement, je vais vous dire, on a déjà eu des coachs qui sont arrivés en disant j'y connais rien en handisport en fait. Donc en fait, ils connaissent le ski alpin, mais le handisport, rien du tout. Et il faut savoir que quand on skie dans un fauteuil, c'est pas du tout la même technique qu'un ski valide, on est debout sur ses jambes. Donc il existe des formations qui sont très peu connues, et il y a très peu de personnes qui les font. Du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'est compliqué. Donc, des fois, on a des entraîneurs, mais qui connaissent le monde valide, mais pas du handisport. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans les clubs, la prise en compte, elle se fait comment? Alors, moi, j'ai eu de la chance dans le sens où je suis au GUC, donc au Grenoble Université Club. Et du coup, j'ai été directement intégrée avec les groupes valides. Donc, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais par contre, faut savoir que tout ce qui est donc le handicap quand c'est par exemple les malentendants, quand on doit parler avec un coach, ou même au niveau de l'âge, les handisports ils sont pas très acceptés facilement dans un club. Moi à l'époque je faisais du handball, et quand j'ai voulu rentrer dans une équipe de hand féminine, on m'a dit non, il faut aller avec les sports adaptés. Voilà, ou avec les fauteuils. Je leur ai dit, mais moi j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, je vais très bien, je peux faire avec les valides. Donc j'ai dû en fait changer et aller dans un club de garçons, donc je n'avais pas le droit de faire les matchs, je pouvais faire que les amicaux. Donc ça a été un peu compliqué de revenir après ce moment-là. Et du coup, en ski alpin, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir directement rentrer avec les valides. Mais il y en a où, quand on est en ski fauteuil, en fait, on fait plus vite des trous dans les tracés. Donc c'est un peu plus compliqué de dire viens avec nous, on accepte tout le monde. Non, toi tu vas faire des trous plus vite, donc tu pars, parce que quand on est 100 au départ, c'est bon quoi. Donc c'est vrai que selon le handicap, on est plus ou moins bien accepté. Après, je trouve que dans la plupart des clubs, il y a quand même une bonne avancée. Des fois, il y a des sections d'e-sport qui se créent aussi. Mais c'est important de faire aussi du valide et du handi en même temps, ensemble, pour pouvoir progresser ensemble et aussi utiliser les deux côtés. Oui, et je pense, et dans les clubs, comme tu le disais, vous êtes acceptés, mais est-ce que les conditions, sont les mêmes, en tout cas, au niveau des primes ou au niveau des équipements, etc. Comment est-ce que c'est considéré? Alors déjà, nous, il faut savoir qu'on n'est pas payé jusqu'à le championnat du monde. Voilà, donc en fait, on ne peut pas en vivre, clairement, c'est pas possible. Au niveau des sponsors, c'est très rare, parce que du coup, il y a la médiatisation qui n'est pas assez montrée, et puis quand on est une femme, c'est encore plus dur dans le sens où il y a l'image. Donc il faut, sur les skis, moi je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je pense à mon ski. Et du coup, c'est vrai qu'à l'extérieur, on se dit, là, il faut être bien présenté, il faut pouvoir passer, etc., aux vidéos. Parce que peut-être que tu seras la seule handisport à passer, alors attention, il faut bien présenter. Donc de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Après, au niveau du club, on a à peu près les mêmes chances, le même matériel. Moi, j'ai pas trop de difficultés avec ça. Plus, ça a été au niveau de la prothèse, où là, il faut s'adapter. Après, de ce côté-là, je pense que ça va un peu dans le bon sens, on va dire. D'accord. Vous avez été aidé sur l'achat de matériel ou Alors, il faut savoir que, heureusement, j'ai une bonne famille qui m'aide, on va dire. Là, à partir de cette année, du coup, ça a été un peu sur mes fonds personnels.
Donc ça a été très compliqué dans le sens où avoir donc un équipementier, donc je suis chez Dynastar, mais faut savoir que pendant 3 ans j'ai dû skier avec la même paire de skis. Normalement on change de paire de skis à peu près tous les ans. Il en faut au minimum 5, 2 par discipline. En e-sport, on est obligé de faire toutes les disciplines. Donc slalom, géant, super combiné, descente, super G. On est obligé d'être bon partout. Donc c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'une paire de ski, voilà, ça peut aller jusqu'à 2000 € sans les fixations. Donc voilà, on prend des jobs à côté, on essaye de multiplier on va dire, les demandes de sponsoring, on essaye de faire plein de choses à côté, de voir des associations pour essayer de survivre, on va dire. Mais clairement, on ne peut pas en vivre et niveau financier, c'est compliqué. Vous voyez qu'il y a encore du travail. Qu'est-ce que tu fais professionnellement alors à côté? Donc moi je suis en 2e année de master MEF, donc enseignement physique-chimie à l'USMD. Et du coup on est aussi, donc je suis professeure de physique-chimie au collège Jacques Bell. Voilà. Et puis donc entre tout ça, on va dire je fais beaucoup d'interventions dans les écoles et tout ça, où de temps en temps voilà, les chefs d'établissement essayent de nous aider comme ils peuvent. Et puis voilà, j'essaie de faire l'aide aux devoirs, l'aide à domicile, ça. Bravo, je crois qu'on peut vraiment l'applaudir parce que je crois qu'elle a vraiment, c'est très courageux et en tout cas, il faut qu'on l'aide. En tout cas, voilà, je sais qu'Amélie fait beaucoup de choses pour le handisport, elle se bat énormément, hein. Je suis souvent avec elle et je vois combien elle veut que ça soit traité d'une façon très égalitaire, mais on voit aussi combien c'est encore, il y a encore du chemin à parcourir en tout cas. Merci. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 84% des femmes qui, entre 16 et 65 ans, pratiquent une activité sportive sans licence. Voilà, elles ont envie de faire du sport, mais elles n'ont pas envie d'adhérer à un club, elles n'ont pas envie d'avoir une licence, etc. Pour autant, on a 34% de licenciés chez les femmes. Et justement, cette pratique libre qui aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur d'ailleurs et qui moi je trouve a tout son sens. Pour autant, on voit combien ça peut être compliqué sur une collectivité territoriale pour accepter, pour accueillir s'il y a besoin de terrain, etc. Parce qu'on n'est pas en club, parce qu'on n'est pas fédéré, parce que ci, parce que là. Et donc, on a un bel exemple qui va nous être partagé par Louise Frionnet et sa collègue, et elle s'appelle les débuteuses. Alors d'abord, elles vont déjà nous dire pourquoi les débuteuses, c'est la première chose. Et puis après, pourquoi avoir choisi cette appellation et puis cette pratique libre que vous expérimentez, parce que quand on a échangé, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir tout ce que vous aviez fait, etc. Voilà, je vais vous laisser la parole. Alors pourquoi les débuteuses d'abord? Parce que j'ai envie de savoir pourquoi. Ok, bonsoir tout le monde. Donc nous on est l'association Les Débuteuses. Et pourquoi les débuteuses? Alors ça c'est un jeu de mots qu'on doit à notre ancienne coprésidente Julie. En fait on a fait un jeu de mots avec ce qui s'appelle le bal des débutantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'était un événement en fait qui avait lieu, je dirais quoi, au 19e siècle, un truc comme ça. En fait c'était un espace où les jeunes filles de la noblesse se retrouvaient et en fait les jeunes hommes faisaient un petit peu leur marché en fait et choisissaient leur future épouse comme ça. Et donc nous on s'est inspiré de ce nom-là avec le mot buteuse pour dire qu'on s'opposait un peu à ce genre de pratique et puis plus généralement au sexisme, aux discriminations dans le sport. Okay. Alors donc la pratique autrement, sans compétition, comment vous êtes organisé? Et puis je sais que vous jouez sur un terrain, vous allez nous expliquer puisqu'il y a quand même une collectivité qui vous a accueilli. Racontez-nous un peu ce parcours un peu chaotique quand même. Alors on a créé l'association en 2017. Au départ on était un groupe d'amis, on faisait du foot ensemble à l'université, puis on arrivait tout à la fin de notre parcours universitaire. Donc on voulait continuer à jouer, puis on a tout un peu quand même pris conscience que en tant que femme dans le football, on avait toutes vécu des discriminations, que ce soit en club ou à la fac. Et on voulait se servir de ce sport en fait, qu'on aime quand même beaucoup, pour faire passer un message et pour proposer une autre image en fait, du foot que celle qu'on voyait à la télé en général et dans les médias. Donc on a créé l'association. On a quand même eu relativement de chance au départ parce qu'on a eu un terrain très vite. Alors c'était un terrain en terre battue, donc c'était quand même pas l'idéal au départ.
Mais on a eu un terrain rapidement, parce qu'on avait fait des demandes assez tardives en octobre. On a eu ce terrain dans le 7e arrondissement de Lyon. On a joué 1 an dessus, ou 2. Ouais. Et après, on a eu un terrain en synthétique. Donc voilà, maintenant on a un demi-terrain le mardi soir. Voilà, la mairie est quand même assez coopérative là-dessus et on va faire la demande là, pour avoir un terrain complet parce que l'association a bien grandi depuis 2017 et maintenant on est quand même une quarantaine, voire une cinquantaine de joueuses les mardis soirs, donc on va avoir besoin de plus d'espace. Comment donc la mairie vous a trouvé un terrain, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait il y avait un terrain qui n'était pas occupé, notamment parce que c'était un terrain en terre battue et personne ne veut jouer sur un terrain en terre battue, surtout quand on fait du foot et qu'on tacle. Donc voilà, on a eu ce terrain-là parce que c'était le terrain qui restait, quoi. Et c'est celui-ci que vous avez actuellement aussi? Non, depuis on a pu changer de terrain et on a une moitié de terrain maintenant, mais c'est du synthétique. D'accord, donc donné aussi par cette collectivité? Oui, c'est la mairie du 7e pour la cité à Lyon. D'accord, ok. Et comment c'est vécu par rapport aux autres associations? On sait qu'on se bat pour les terrains quand on est ou dans les gymnases, etc. Parce qu'il n'y a jamais assez de place, jamais assez de créneaux pour toutes les associations sur une collectivité. Aujourd'hui, on sait que c'est un sujet, en tout cas pour les adjoints au sport, de pouvoir répartir tous ces créneaux. Comment est-ce que vous avez pu convaincre et comment ils ont pu aussi voilà, accepter ce type de demande? Je pense qu'on a bénéficié d'un contexte qui était assez favorable. C'est quand on a fait notre renouvellement de demande de terrain, c'était la Coupe du Monde féminine qui se passait à Lyon, enfin en France et notamment à Lyon. Et nous, on a organisé un tournoi pendant cette période-là et on a commencé à pas mal communiquer aussi sur notre besoin de terrain en fait. Et notamment en argumentant sur le fait que Lyon se présentait comme une ville voilà, pionnière un peu dans le foot féminin. Et que nous, en tant qu'asso, on avait besoin aussi, on n'avait pas que pour le foot professionnel, que nous, en tant qu'asso de loisirs, on avait aussi besoin de terrain. Donc je pense qu'on a eu de la chance un peu, voilà, le contexte nous a été bénéfique, quoi. Ok, et aujourd'hui, vous êtes combien à jouer? Ça varie selon les températures, mais je dirais entre quand même une vingtaine quand minimum, et puis beaucoup hein, l'été, 40, 50, ouais. Alors et comment quel regard les autres clubs qui sont fédérés, institutionnalisés, vous regardent? Ils ne sont pas venus vous démarcher en disant mais viens prendre une licence dans mon club ou est-ce que vous avez eu ce genre de communication entre eux, avec eux pour pouvoir parler de ça? Oui, on a eu quelques clubs qui sont venus. En fait, on fait pas mal de matchs amicaux. Nous, on n'est pas dans un championnat, donc on fait pas mal de matchs amicaux avec des clubs de l'agglomération lyonnaise. Et parfois, des coachs ont demandé si on voulait jouer à côté dans les clubs, mais c'est plutôt, c'est amical, quoi. C'est pas, ils sont pas venus nous voler nos joueuses, puis de toute façon, on a quand même pas mal. Mais non, c'était, voilà, il y en a qui jouent à côté en club ou qui jouent à côté à la fac, mais il n'y a pas eu de recrutement, on va dire. Et donc, vous vivez de cotisation ou comment vous faites vivre votre club? Vous avez des maillots, je suppose, non? Ouais. Vous êtes payé vos maillots alors, c'est ça? Oui, on a payé. En fait, on a eu une subvention il y a 2 ans. On a gagné un concours dans lequel on avait présenté notre association. On était allé à Paris présenter l'asso, les objectifs. Ouais. Le concours c'était Merci Simone. Et on avait eu une subvention qui nous a permis de financer nos maillots. Sinon, chaque joueuse paye à hauteur de ses moyens. Illustration. Attention, ils sentent. Voilà, d'ailleurs, ils sont en vente. Le maillot. Ouais, ah oui, si, bah. C'est vrai qu'il n'y a pas aidé. Voilà. Ouais. Sinon, non, on fonctionne sans cotisation. En fait, nous, l'idée, quand on a créé l'asso, c'était vraiment de permettre au plus de personnes possible de jouer au football. Donc, on s'était dit qu'on n'allait pas mettre de cotisation pour pas que l'argent soit un frein à la pratique. Et on vit de récup et de dons pour les ballons. On a récupéré des ballons à la fac, dans certains clubs. Parfois, il y a des joueuses qui ramènent un ballon en plus. Enfin, voilà, on se débrouille un peu entre nous. C'est pas mal de système D, on va dire. Mais cela dit, on est aussi ouvert aux dons des personnes qui veulent nous aider l'asso, faire progresser aussi ce foot inclusif. Et voilà, donc on demande aussi des subventions à la mairie et voilà, on essaye de surtout fonctionner comme ça, de façon à ce que l'entraînement soit gratuit et donc ouvert aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des licences astronomiques dans les clubs. Donc voilà, c'est aussi de ce côté-là, pour être plus dans l'inclusivité, voilà.
Ok, après donc vous encouragez peut-être certaines qui voudraient passer le cap d'aller dans des clubs, comment est-ce que ça se passe? Non, c'est vraiment, elles veulent rester en... En fait, nous, on observe en tout cas que les personnes qui sont dans notre asso s'y sentent bien. Et justement, c'est souvent une alternative aussi à l'ultra-compétitivité qu'on peut retrouver dans la fédération. Donc là, on est vraiment dans un espace safe, bienveillant. Et c'est aussi ce qui est recherché par beaucoup de nos membres. Donc en fait, c'est vrai qu'on ne décourage pas les personnes qui veulent aller dans les clubs. Mais généralement, en fait, les personnes restent dans l'asso parce que elles retrouvent ce cadre bienveillant et voilà. Et on a beaucoup de personnes qui viennent de clubs, en fait, qui ont joué en club et qui jouent maintenant à l'asso parce que nous, on propose un cadre qui est plus flex. Il n'y a pas d'obligation de venir à l'entraînement, il n'y a pas de match le dimanche, donc c'est un peu à la carte, quoi. Il y a cette liberté de fonctionnement. C'est un entraînement par semaine, c'est 2 entraînements. C'est un entraînement par semaine et on espère 2 l'année prochaine. Pour l'instant, c'est 1 par semaine et des événements quand même assez régulièrement. On participe souvent à des tournois, après à des tables rondes, ce genre d'événements, mais on fait 1 entraînement par semaine. D'accord. Et vous pensez que donc ça c'est quelque chose qui peut se développer alors c'est mixte ou c'est uniquement filles? Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est des entraînements du coup 1 par semaine à la plaine des Jeux de Gerland si jamais vous voulez venir. Et c'est du coup pour revenir à votre question en mixité choisie, donc c'est-à-dire sans mecs cisgenres. Donc voilà. Donc oui, c'est-à-dire que c'est ouvert aux femmes, aux personnes transgenres et aux personnes non binaires. Voilà. D'accord. Très bien, donc on sent vraiment cette ouverture. Et vous êtes combien alors aujourd'hui dans cette assoce? Alors du coup on est à s'entraîner entre 30 et 40, il y a plus de 50 à 60 membres. Et aussi pour revenir à votre question, c'est à mon avis un mode de fonctionnement qui évolue aussi très rapidement en France, c'est ce qui nous permet de nous rencontrer aussi au travers de tournois qu'on peut faire un peu dans toute la France. On retrouve le même type d'assaut à Paris avec par exemple les dégommeuses. Qui nous ont inspiré aussi très largement l'assaut et ça se développe de plus en plus. Par exemple, il y a tout juste 6 mois, il y a le Flamme qui s'est créé à Grenoble, qui fonctionne un peu sur la même idée. On a également aussi des assos à Marseille, à Nice, il y en a énormément qui se développent dans toute la France et je pense ça montre cet engouement pour cette pratique bienveillante et voilà, tout simplement. Et bien perçu par la collectivité, bien perçu par les élus de la commune. Alors on a toujours des très bonnes relations avec la mairie, les élus de la mairie. On est souvent aussi invités à participer, à échanger sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui est aussi encouragé par les mairies et les élus et la collectivité. Très bien. Donc on voit qu'on est là aussi sur un autre versant, c'est-à-dire pratique libre, pour autant pratique qui correspond aujourd'hui à cette mixité, à cette volonté d'intégrer l'ensemble des genres notamment. Le lien est tout à fait facile avec Philippe. C'est notre nom, on l'a gardé pour la fin, on dit c'est le meilleur. Philippe, l'homme de notre table ronde, toi qui as beaucoup travaillé sur tous ces sujets de l'injonction à la féminité pour les femmes et la virilité pour les hommes, qu'est-ce que tu as envie de partager avec ton expertise? Parce que tu as une grande expertise avec tous les travaux de recherche que tu as fait, que tu as conduit. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je sais que tu as plein de choses à nous dire. Et puis il a noté, je peux vous dire qu'il a noté le Philippe. Alors, merci Marie-Françoise, bonsoir à toutes et à tous, et aux autres. En fait, j'ai pas envie de dire ce pourquoi vous m'avez invité. Très bien. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été échangées là, je pense que, j'ai plus envie de réagir. Vas-y. À ce qui s'est échangé, parce que, mais ça sera lié quand même. Parce que en fait, la question du genre, la question de la masculinité, de la féminité, on sait que le sport, en tout cas tel qu'on l'a conçu, dont on a parlé un petit peu Sandrine tout à l'heure dans sa dimension historique, le sport, quand on en parle essentiellement par rapport à son organisation, son institution. On a parlé de Paris 2024, tu as commencé par Paris 2024, et en fait, on a un modèle dominant qui est un modèle minoritaire. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le modèle dominant est minoritaire, et il impose à la majorité
son modèle de fonctionnement. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on peut dire ce qu'on veut, on ne changera rien. Et c'est quand même important, parce que tu le dis, il y a 84% de femmes qui sont en dehors des clubs. On ne dit pas les femmes, elles ne sont pas là où on voudrait qu'elles soient. Elles sont ailleurs. Et elles s'en trouvent très bien ailleurs. Elles s'auto-organisent, par exemple les dégommeuses, les débuteuses. Il y a des tas de pratiques comme ça, qui ne sont pas des pratiques instituées. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, face à des futurs professionnels, d'après ce que j'ai compris, ou face à des gens qui sont déjà engagés, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse inclure? On n'arrête pas de dire qu'on inclut, mais en fait on exclut. Mais sans le dire, ou en le disant autrement. En mettant en place des modes de fonctionnement qui excluent. C'est pas normal. Enfin, je l'apprends, ça m'énerve. J'apprends que les débuteuses ont un demi-terrain. Et quand l'été, elles sont contentes parce qu'elles ont un demi-terrain à 50. Mais quel club d'hommes accepterait ça? Quelle collectivité locale oserait proposer un demi-terrain à une équipe de mecs? C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est qu'à un moment, cette acceptation de la discrimination, c'est ça, on ne traite pas de la même façon, objectivement, dans l'accès aux loisirs. On a une loi en France, les lois contre les discriminations, elles permettent de saisir quand il y a un traitement inégalitaire qui est fait dans un certain nombre de domaines, dont l'accès aux loisirs, en fonction de critères qui sont des critères objectifs et interdits, parmi lesquels le genre. Ça, c'est la loi. Alors, vous allez me dire, ben oui, on ne discrimine pas quand on fait du sport. On ne discrimine jamais. Mais en même temps, depuis ce matin, vous savez, j'étais en cours ce matin, j'étais ce matin en cours à 8h, donc j'étais avec mes étudiants là-dessus. Enfin, pas là-dessus, mais on faisait des histoires du sport, voilà. Donc on est obligé de revenir sur des choses justement qui se sont constituées et qui se sont imposées à nous aujourd'hui. Mais en fait, tant qu'on n'a pas compris que justement on peut faire les choses autrement, on va continuer à discuter, comme tu disais, pendant 20 ans, 30 ans, etc. J'ai perdu le fil. Mais en tout cas, il y a un autre point. Alors, je reviens à la masculinité. Historiquement, le sport, c'est une affaire d'hommes. Aujourd'hui, on le sait. C'est inventé par des hommes pour les hommes. Et puis, en fait, ce modèle masculin, qui était un modèle ludique, les hommes ont commencé à jouer ensemble en inventant des règles, les règles du football, du rugby, de l'athlétisme, de la natation. En fait, il faut bien voir que ce modèle dominant, d'abord d'organisation avec visée compétitive, c'est un modèle qui est aussi un modèle corporel dominant. C'est le modèle du mâle adulte, historiquement blanc. Il ne faut pas oublier que les indigènes n'avaient pas non plus la possibilité de pratiquer les sports. Et donc finalement, l'histoire du sport, c'est une histoire d'une conquête permanente de tous ceux qui sont, en fait, tous ceux qui ne sont pas hommes cis, pour reprendre l'appellation. Les femmes, les personnes handicapées, les indigènes, pas seulement des colonies, mais de l'ensemble de la planète, en fait, etc., etc. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Pourquoi? Parce que ce modèle s'impose, et ce modèle de masculinité, en fait, il nous permet de comprendre que finalement, ça va générer historiquement des catégories de sexe, d'âge, de niveau, qui organisent le fait qu'on ne peut pas jouer ensemble. Les catégories nous empêchent de jouer ensemble. Elles nous empêchent de jouer ensemble, alors que c'est le principe du jeu, jouer ensemble. Et on s'aperçoit, je reviens à mon modèle initial, le modèle initial dominant dont je parlais tout à l'heure, il impose une façon de jouer cloisonnée. Et c'est organisé, ça a été dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est organisé par Olympiade. C'est-à-dire que l'ensemble du mouvement sportif est organisé par quelque chose qui va toucher une toute petite élite tous les 4 ans, mais qui va organiser la politique sportive des fédérations, qui vont mettre de l'argent, etc. Et tant qu'on met de l'argent majoritairement pour des gens qui vont peut-être représenter la France, handisport ou pas, peut-être gagner une médaille, pendant ce temps-là, on partage des terrains en 2, en 4, comme on coupe les cheveux, pour que les débuteuses ou d'autres puissent avoir un petit bout de terrain. On est bien content parce qu'en plus on dit, regardez ce qu'on fait pour les femmes. Elles ont un demi-terrain. Alors je reviens sur, je m'arrête là, mais j'avais envie de réagir sur ce qui Non, tu ne vas pas t'arrêter là, Philippe. Mais simplement, moi je réagis, tu sais que quand on rentre des jeux et qu'on a des médailles, notamment des médailles d'or,
on fait jamais autant de licences que quand Laure Madodou avait gagné en natation. La Fédé de natation a eu un pic de licences incroyable. Laura Flessel, après, quand elle est rentrée, l'escrime avait aussi son pic de licence. Tu vois combien, je dirais, les performances de haut niveau, comme tu dis, sur une restriction de sport, à quelque part, comme tu le dis, mais pourtant ça impulse, je veux dire, ça impacte. Comment tu l'expliques? Alors, j'explique par la médiatisation. Laure Manodou, on en a parlé tant qu'on a pu. On en a moins parlé quand elle a, à quelques mois des Jeux, elle a dit « je quitte mon entraîneur ». Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était maltraité par son entraîneur. Et tout le monde le savait, parce que c'était dans la presse, l'entraîneur ne s'en cachait pas. Et là, on avait affaire à quelqu'un qui, je crois à 17 ans, je ne sais plus à quel âge elle décide, elle dit « j'arrête ». Quand j'ai entendu ça à la radio sur France Info le matin, avant d'aller bosser, j'étais content. Je me suis dit, bah, c'est super, elle a fait un choix. Elle a fait un choix personnel. Qu'est-ce qui a été la réaction médiatique dominante? À 8 mois des Jeux, mais elle risque de ne pas avoir de médaille. C'est la seule réponse qu'il y a eu. Personne ne s'est préoccupé, en fait, de son équilibre psychologique, de son bien-être. Et en fait, on a juste projeté en termes de médailles. Alors oui, les médailles, c'est une belle façon d'exposer les résultats d'une fédération. Moi, j'attends les médailles d'or dans le hockey sur glace femme, par exemple. Maintenant, je vais être fan. Mais bon, voilà, non mais bien sûr. Mais en même temps, c'est aussi, enfin, je pense qu'il faut penser globalement le truc, c'est aussi ce qui permet de rendre légitime certaines maltraitances que je combats depuis que moi aussi j'étais prof de ballon. C'est-à-dire que déjà, enfin, vous voyez, cette projection, y compris dans les cours de PS, il faut bousculer les élèves pour qu'ils deviennent performants. Et en même temps, on dit, mais c'est pas ce qu'on cherche. Mais on est pris par ce modèle. Et là, la maltraitance de Laure Manodou, elle a été écrasée par ce que signifiait d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc là, il y a des véritables enjeux. Une pratique bienveillante, respectueuse, c'est aussi la pratique bienveillante, respectueuse des enfants dès le plus jeune âge. En patinage, en natation, en tennis, en gym. On a encore eu dans l'équipe magazine, là, de ce week-end, un témoignage de gymnastes maltraités par leurs entraîneurs. Au nom de quoi? Au nom de la réussite, voilà. Donc, vous voyez, en fait, oui à la médiatisation, ça expose, ça permet d'avoir des licenciés, mais en fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que ça renforce l'institution. Si la France avait gagné la Coupe du Monde de foot en 2019, ce qui était impossible compte tenu du fonctionnement du football français femmes, par rapport aux américaines, notamment en termes de structuration, je dirais un mot, si vous me permettez d'ailleurs là-dessus, sur leur championne Megan Rapinoe. Je le dis tout de suite. Megan Rapinoe, qui est quand même une star médiatique de la lutte pour les droits des personnes, et notamment les personnes LGBT, elle n'était pas lesbienne à Lyon. Vous voyez, là aussi, la façon dont on parle des gens, on parle de l'inclusion. Megan Rapinoe, à Lyon, il ne fallait pas qu'on dise qu'elle était lesbienne. En France, il n'y a pas de lesbienne dans le sport. Ça aussi, est-ce que c'est respectueux de dire on écarte des personnes, on les efface? Elle était bien sûr qu'elle était lesbienne. Elle continuait à être... à l'époque, je voyais des choses qu'elle faisait, ou des documentaires, ou dans la presse, aux États-Unis, on parlait d'elle comme une militante. Et je me demande, ça je fais une hypothèse, j'attends vraiment de la rencontrer un jour. L'hypothèse, c'est que quand elle part en décembre, elle part pour raison personnelle. Je suis sûr voilà, mon hypothèse, c'est qu'elle part parce que justement, elle ne peut pas s'exprimer. Elle n'est pas libre de dire qui elle est, tout simplement. Pour moi, c'est un véritable enjeu. Donc, vous voyez, ce rapport à la performance, mais si on le tire, on va se demander, c'est quoi des gamines qui vont faire du foot? Là aussi, on n'est pas que sur l'apparence, on n'est pas que sur la question de la validité. Une gamine qui va faire du foot, on va tout de suite lui dire, il faut qu'elle soit féminine. Et là, je dis très clairement, j'ai échangé avec un ancien président des femmes à l'OL, qui l'avait clairement dit. Le président a dit, oui, les filles, on les a féminisées. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur une fille qui fait du foot. Il faut qu'elle ressemble à une femme. Et donc on va mettre Adriana Carambeu comme dans les campagnes, enfin vous vous rappelez de cette campagne, hein, Adriana Carambeu dans les vestiaires. Ben voilà, Adriana Carambeu. Voilà, donc j'ai plus rien à dire. C'est-à-dire qu'à un moment, le droit, c'est ce que disait Sandrine sur les vêtements, le droit à la pratique, c'est un droit
qui est conditionné au regard qui est projeté sur le corps des femmes. Ça ne se fait pas chez les hommes. Et tout à l'heure, sur la question, tu as bien dit, Sandrine, quand tu dis qu'il faut demander aux principales intéressées comment elles veulent pratiquer, comment elles veulent jouer. Si je joue en bikini, je joue en bikini. Les athlètes qui veulent être justement hyper près du corps, pas de problème. Mais celles qui ne veulent pas, elles peuvent mettre un short long, c'est pas le problème. D'ailleurs, on le voit à haut niveau, les athlètes africaines, musulmanes, elles n'ont pas les mêmes tenues. Ça aussi, c'est intéressant, ça permet de choisir. Mais allons au bout de la logique, que les athlètes concernés qui veulent porter le foulard, qu'elles puissent le porter. Parce que là aussi, il y a un enjeu. Et dans les quartiers, les femmes qui ne peuvent pas jouer, parce que justement on leur dit, tu fais du foot, tu ne peux pas venir jouer. À Lyon, on débat là-dessus. En basket, en foot, les gamines qui veulent jouer, et elles veulent jouer. On leur dit, tu ne peux pas. Il y a la charte olympique aussi qui est sur l'interdiction du voile. Interdire le voile, c'est pas interdire les tenues. Ouais. Il y a tout un tas de tenues qui sont aujourd'hui adaptées justement pour la pratique. Alors c'est pas un voile ou un foulard, c'est une tenue. Alors on parlait tout à l'heure de Freeman, mais il y a des tas de tenues qui sont adaptées, qui permettent la pratique. Mais si on écoute les concernés, là aussi, quels sont les concernés qu'on a écoutés pour dire nous on voudrait bien pratiquer? On les entend pas parce qu'on les écoute pas et qu'elles pratiquent pas. Donc il faut aller au bout de la logique. Et là on pourra discuter de qui pratique, dans quelles conditions. Mais si je puis me permettre. Bien sûr. C'est pour ça aussi que je pense que les associations comme nous, qui proposent aussi un foot militant et engagé, qui permet déjà aussi de visibiliser et de lutter, du coup, nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de lutter contre tout type de discrimination. Donc c'est le racisme, le classisme, la LGBT-phobie et toutes ces discriminations qu'on retrouve dans le sport, qui sont d'ailleurs même médiatisés en fait dans le sport parce que c'est des propos qui sont banalisés et invisibiliser aussi tout pour lisser en fait le sport. C'est aussi ça qui fait que nos associations et ces espaces qui sont en dehors des fédérations marchent aussi bien parce que ça devient aussi des vrais espaces militants et qui permet aux personnes de liberté, qui permettent aux gens de s'exprimer. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est vrai que maintenant, les règles des fédérations notamment, c'est des règles qui sont faites encore aujourd'hui par les hommes, pour les hommes. Et du coup, nous, on essaye de s'en détacher pour justement que ça soit au plus près des personnes qui pratiquent ce sport-là et que ce ne soit pas un obstacle. Comme par exemple, effectivement, le port du voile qui est maintenant, au vu du règlement par exemple de la FFF, qui est un obstacle à la pratique d'un sport, alors que c'est pas démontré que c'est en opposition à la pratique du foot, par exemple. Je pense que plus il y aura de féminisation dans les instances dirigeantes nationales ou internationales, plus je pense qu'on traitera les sujets et et on aura une évolution. Moi, Philippe, je voulais aussi ton avis, ton positionnement, ton regard sur le sujet des transgenres, puisqu'aujourd'hui c'est un sujet sur lequel beaucoup de fédérations sont concernées. Voilà, des personnes qui souhaitent changer de sexe et se présenter pour faire des compétitions dans une autre catégorie que celle que... Voilà. Et là, on a aujourd'hui, en cyclisme, on a été confronté cette année, on a échangé tout à l'heure, il y a d'autres... Vous vous rappelez de la femme en athlétisme, etc. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Je sais que là-dessus, tu as un regard. Est-ce que tu veux bien nous le partager et nous dire pourquoi? Déjà, il faut parler avec les personnes concernées. On revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, on ne parle pas des transgenres sans transgenres. On ne prend pas des décisions sans parler des gens, sans voir quel est quels sont les problèmes que les personnes rencontrent, qu'est-ce qu'elles veulent faire, etc. Oscar Pistorius a été, pour la question e-sport, ça a été très intéressant parce que tout d'un coup on s'aperçoit que quelqu'un qui n'a pas de jambes, il est avantagé. Alors vous entendez ça? Quelqu'un qui n'a pas de jambes, il est avantagé sur les valides qui ont 2 jambes. Mais c'était sérieux, hein. Je l'ai entendu de façon sérieuse, par des gens sérieux. Coupez-vous les jambes. Coupez-vous les jambes au niveau du tibia. Prenez des prothèses et allez courir et vous allez voir ce que ça fait. En fait, vous serez toujours derrière les valides. Parce que Pistorius, depuis qu'il est gamin, il a des prothèses. Il est né sans jambes, il a été appareillé très vite.
c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup se met à devenir... D'ailleurs les autres, à part Pistorius, ils sont loin derrière, il y en a peut-être un ou deux qui sont... Mais les autres, ils sont où? Ils sont très loin des valides. En saut en longueur, j'ai son nom, le champion allemand qui est le champion de saut en longueur avec les valides, hein, parce que c'est pareil, on dit ouais mais il est avantagé, il est avantagé, il a une jambe en moins. Enfin vous voyez, c'est des trucs tellement absurdes. Alors après, on va exclure. À quel moment on va exclure? Et là, les transgenres, on les exclut avant même qu'ils puissent jouer. Parce qu'on dit, ils sont avantagés. Parce qu'on dit, alors déjà on dit il au lieu d'elle, ce qui est une façon de ne pas reconnaître la personne dans ce qu'elle est, de nier son identité, comme on nie aujourd'hui avec les règlements internationaux qui sont considérés par le tribunal arbitral du sport comme des règlements discriminatoires. C'est vraiment... Mais, faute de mieux, le tribunal arbitral du sport dit bon, c'est discriminatoire, mais quand même. C'est en contradiction avec notre propre loi. Bon. On va dire, mesdames, vous n'êtes pas des femmes. Quand on dit à des femmes qu'elles ne peuvent pas courir dans une catégorie qui est la leur, on leur nie leur identité de femme. Vous imaginez la violence que ça signifie. Donc ça veut dire que déjà, on impose, comme vous disiez, des règlements qui sont faits sans que les personnes puissent s'exprimer. Et là, on part du principe en amont que ça va poser un problème. Et que ce problème qui va être posé, eh bien, il va être réglé par l'exclusion. Donc ça, c'est un vrai problème. Après, on a quand même des données, alors je vais décaler justement par rapport aux perspectives et aux possibilités d'agir. Je sais que par exemple, dans le cadre des Gay Games, les jeux sportifs gays et lesbiens, il y a des règlements, et je reviens sur la question, les règlements, ils ne sont pas nés avec le sport. Le sport a généré ces règlements et les a fait évoluer au fur et à mesure des... Voilà. On a inventé l'exclusion, par exemple. En football, on en a beaucoup parlé avec la mort de Pelé récemment. On a appris que c'était suite à l'extrême violence que Pelé avait subie en Coupe du Monde qu'on a inventé l'exclusion. Parce que tout d'un coup, on s'est dit, c'est dangereux. Donc on invente les règlements, on peut les discuter. Encore faut-il, pour discuter les règlements, qu'on soit en mesure d'accepter le changement, d'accepter le fait que notre société se transforme, et qu'on soit en mesure aussi de penser les conditions pour que tout le monde puisse pratiquer. Et si les gens ne pratiquent pas dans les fédérations, les personnes pratiqueront ailleurs. Mais après, il ne faudra pas se plaindre au moment de 13, 14, 15 ans, comme le font toutes les fédérations depuis 30 ans que je bosse sur la question. Mais ils vont où les ados? Les ados, ils vont jouer. Et ils s'amusent mieux en dehors qu'en dedans. En patinage, il y a plein de gamins qui font du patinage, mais ils ne font pas forcément du hockey, ils ne font pas forcément du patinage de vitesse, mais ils vont patiner. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne soit pas en mesure d'accueillir tout le monde? Si on se pose cette question, on est en mesure de changer, parce que justement, comme tu le disais, les expériences de terrain, comme les Gay Games ou d'autres, naissent pas d'une volonté de rester entre soi, mais au contraire d'une volonté de créer les conditions pour que tout le monde puisse jouer. Et ça marche. Et c'est complémentaire, je ne dis pas que c'est ou l'un ou l'autre, c'est complémentaire de ce modèle sportif dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le modèle dominant, symboliquement, qui continuera de toute façon à fonctionner, mais qu'au moins, il s'interroge sur les conditions qui aujourd'hui produisent de l'exclusion, alors qu'on est dans un débat pour, il me semble, sur la semaine qui est organisée ici, pour aller vers l'inclusion. Bien, eh bien, écoutez, je savais qu'avec on aurait vraiment le débat et qu'il n'y aurait aucun sujet pour ne pas pouvoir parler de tout ça très librement. Moi, bravo en tout cas, merci. Je pense que c'était important d'évoquer tous les sujets. Est-ce qu'on a une vidéo à passer ou pas? Et est-ce qu'on peut, il y a des questions dans la salle, est-ce qu'on peut les prendre? Une vidéo et après des questions. Vous êtes OK? Ça marche. Oui, donc effectivement, il va y avoir une petite vidéo qu'on aimerait passer, qu'on avait prévue, ou deux petites vidéos même. Et puis ensuite, on passera aux questions. Donc voilà. L'arrivée au sommet d'Amélie Mauresmo intrigue certains. Dans la presse australienne, on évoque davantage sa carrure et ses muscles que la qualité de son jeu. Les joueuses, un peu jalouses, ne sont pas tendres non plus. Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud. C'est émotion. Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme.
Au moment où je signe mon premier contrat professionnel, j'ai 20 ans et je me dis ça y est, j'ai accompli tous mes rêves. C'est-à-dire, je suis en équipe de France, je suis joueuse professionnelle de football, ça y est, le plus dur est derrière moi. Et en fait, je m'aperçois que le plus dur commence, quoi. On avait des quarts de terrain à la nuit tombée, on avait des équipements toujours trop grands, donc c'est les chaussettes en taille 45-48 qu'on nous file parce qu'il reste que ça chez les garçons. Tellement de choses, c'est les vestiaires insalubres de 9 mètres carrés, alors qu'on s'entraîne autant que les garçons. Et on en fait même 2 fois plus parce qu'on a tout un boulot à côté, parce qu'on est payé 400 balles par mois. 400 balles brutes de salaire. J'ai même pas de quoi payer un demi-loyer à Montpellier, il faut imaginer. Voilà, donc 2 vidéos pour clôturer ce débat. En tout cas, bien sûr, on passe à quelques questions. Ok. Présentez-vous et puis... Donc moi je suis Maël Seriti, je suis un étudiant en L3 entraînement à Chambéry. Et en fait, j'avais une question à vous poser par rapport au transgenre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une athlète américaine, il me semble, en natation, qui a basculé de catégorie, en fait, qui concourait chez les hommes et qui était en fait au milieu du classement et qui ensuite a changé de catégorie dû à son identité de genre. Et du coup, de ce biais-là, maintenant, elle écrase un peu la concurrence qu'il y a autour d'elle. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi en revenir aux réalités physiologiques qu'il y a entre les hommes et les femmes, parce qu'on ne peut pas les nier. Et moi, je ne suis pas contre la pratique de tout le monde. Tout le monde devrait pouvoir pratiquer le sport. Et est-ce qu'il devrait y avoir d'autres catégories pour ce genre de personnes? Est-ce qu'ils auraient plus le droit de concourir avec les femmes ou plus avec les hommes? Voilà. Et ouais, donc tu vois, la question était bien posée, hein, Marie-Christine. Françoise, pardon, c'était la question. Voilà, j'ai fait un mixte de mes 2 voisines. Non, mais elle est très bien posée la question parce que en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est le classement en fait. C'est pas le fait que les gens soient bien dans ce qu'ils font, c'est pas le fait qu'ils jouent ensemble, c'est le fait que le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que cette personne, tout d'un coup, domine d'autres personnes. Ok. Moi je vois ça autrement, je dis bah c'est super, en plus c'est une fédération universitaire. Je me dis bah c'est super qu'elle puisse nager, que tout le monde puisse nager ensemble. Ça veut dire quoi après qu'elle soit première, deuxième ou troisième? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, bien sûr, ça veut dire que, en fait, ce qui compte, c'est le classement. Est-ce qu'on s'interroge, par exemple, et là, je vais vraiment revenir, je vais faire du radicalisme, non, mais que les gens soient radicaux jusqu'au bout. C'est-à-dire que les gens qui défendent ces logiques aujourd'hui, d'exclusion, aillent au bout non, pas radical, fondamentaliste. Je vais être fondamentaliste et je vais en appeler à Coubertin. Pierre de Coubertin, le fondateur de l'idéologie olympique. Qu'est-ce qu'il dit, Coubertin? Il dit que ce qui compte, c'est de donner le meilleur de soi-même. C'est pas de se comparer aux autres. En 1925, quand il quitte le CIO et qu'il fait à Lausanne, il fait sa conférence à Lausanne, il le dit, les Jeux Olympiques sont devenus les championnats du monde du muscle. Il dit c'est les championnats du monde, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le classement. Alors que, philosophiquement, ce qui compte, c'est de se dépasser. C'est d'aller le plus loin possible soi-même, mais sans se comparer. Si cette jeune femme, elle donne le meilleur d'elle-même, qu'elle soit devant les autres ou derrière, c'est pas un problème. Et je reviens aux Gay Games. Les Gay Games, quand tu es avec des personnes qui ont 60 ans alors que tu en as 20, que tu es en pleine bourre, tu vas te comparer à eux? Non, tu te compares à toi. La personne de 60 ans, elle va se comparer à elle, et ça change complètement la philosophie. Et y compris, on peut le décliner sur le handisport. Vous disiez tout à l'heure, bah moi j'ai pas de, je suis moins handicapé, donc j'ai pas de handicap, c'est pas de handicap, c'était quoi le terme? J'ai pas de coefficient, parce qu'on met des coefficients pour pouvoir comparer justement. Et alors, si la personne qui est le meilleur d'elle-même, alors après on peut effectivement penser les classements, pour moi c'est très bien, mais on voit bien les problèmes que ça pose des problèmes d'exclusion, et je me dis, tant qu'on n'aura pas réglé cette question, on dit qu'on inclut, mais
C'est comme les gens qui disent je suis pas sexiste, je suis pas homophobe, mais... Ouais, juste une petite remarque par rapport à la question. Là, on se pose la question de quelqu'un qui est transgenre, donc qui, quand elle arrive dans ce groupe de femmes, qui a une différence, soi-disant. Pas dans la réalité, puisque sur ses documents d'identité, elle n'a pas de différence. Mais de toute façon, le sport est injuste. En volley ou en basket, quand on fait 2,12 m, on est différent de quelqu'un qui fait 1,80 m. Alors on va faire du basket pour les petits, du basket pour les gens qui font moins de 2 mètres, du basket pour ceux qui font plus de 2,12 m, ou pour les 1,58 m pour Marie. De toute façon, le sport, et moi je dirais presque même, c'est injuste, il y en a qui sont meilleurs que moi. C'est injuste, ils ne devraient pas concourir dans ma catégorie puisqu'ils sont meilleurs que moi, ils n'ont aucun mérite, ils sont plus musclés. Donc c'est là où la question de... C'est parce qu'on compare à d'où la personne vient. On compare à qui il était avant et qui elle est maintenant. Mais pourquoi cette comparaison en fait? Elle arrive, elle a une identité, c'est une femme. Et en fait, c'est parce qu'on regarde ce qui s'est passé avant. Alors, on en discutait un petit peu en intro, avant que la conférence commence. Ça nous pose un problème, on l'évoquait dans les fédérations qui organisent le sport, où c'est étiqueté, des hommes, des femmes. Il y a la période de la transition, qui est difficile à gérer. Mais effectivement, en réalité, est-ce que c'est un problème que cette femme ait des meilleures performances que les autres femmes? La première aura des meilleures performances que les autres. Il y a d'autres questions où on peut... Ah, il y a une question. Il y en a deux. Il y a une. Juste là. Bonjour, enchantée, Thelma Sanière, je suis en première année de thèse à l'université Savoie-Mont-Blanc. J'ai une question plutôt concernant l'inclusion ou l'exclusion de personnes. Par exemple, vous prenez les débuteuses, l'exclusion d'hommes cisgenres. Est-ce que vous pensez que c'est pas une manière d'exclure un peu du débat, et s'ils ont envie de se joindre à vous, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire on est complètement différents, donc on s'exclut aussi d'une certaine manière? En fait, nous, on a créé l'asso en partant du constat que le football, c'était déjà un bastion de masculinité, que les hommes étaient dominants et que c'est eux qui avaient l'accès au terrain. Donc nous, on a voulu créer un espace dans lequel les femmes et les personnes minorisées en général, elles pouvaient avoir un accès privilégié. On se rend compte aussi que quand on fait des matchs mixtes, malheureusement, ça ne fonctionne pas encore. En fait, du fait de la socialisation, du fait que les hommes ils ont commencé beaucoup plus tôt à jouer au foot, qu'ils ont eu un accès privilégié à ces pratiques, on n'arrive pas au même niveau et du coup pendant les matchs on voit que les hommes gardent plus le ballon, font moins de passes, etc. Donc nous on veut proposer cet espace-là. C'est pas une fin en soi, mais pour l'instant c'est un moyen en fait. Et je pense qu'on est obligé de passer par là avant d'atteindre une égalité parfaite en fait. Et voilà, c'est pas un but, c'est pas une fin, voilà, c'est un moyen. Ouais, je reviens juste là-dessus parce que c'est intéressant. C'est pas un moyen, c'est pas une fin, c'est un moyen. Pour vous répondre, un des meilleurs matchs de football que j'ai fait, c'était à Los Angeles, avec pratiquement que des femmes. Il y avait une mixité et il y avait justement quelque chose qui renvoie, selon moi, à une culture du partage qui est complètement différente. Et puis, bon, c'est pas la même structuration non plus. Les filles pratiquent beaucoup le foot là-bas et c'est un sport très populaire. Par exemple, il y a peu de blancs, il y a beaucoup de Mexicains. Bon, donc il y avait une répartition, de Sud-Américains ou d'Amérique centrale qui jouent à Los Angeles en tout cas. Et c'était vraiment pas un problème. Or là, le problème, on le rencontre aussi dans la façon de, ce qui est complètement dit. Et je voulais faire le lien avec les Gay Games aussi. On le dit systématiquement. Mais les gens ils veulent être intégrés, mais ils s'excluent eux-mêmes. À quelles conditions des personnes qui sont par ailleurs socialisées dans le sport vont créer d'autres espaces pour se sentir bien? C'est ça en fait la question qui se pose. Pourquoi faut-il que les gens aillent ailleurs pour se sentir bien? À mon avis, c'est la question à se poser. C'est bon, il n'y a plus de questions. Encore une. Allez, la dernière.
Alors, c'était vraiment très intéressant de vous entendre tous parler, vous exprimer et toutes. Et en fait, moi, en vous écoutant quand même, bon, donc moi je suis une personne sourde, une femme sourde, et je me demande voilà, où est ma place finalement aussi, quand justement on catégorise, et par exemple en e-sport, on nous rejette en tant que personne sourde parce qu'on n'a pas d'handicap physique. On ne peut pas non plus aller vers les entendants parce que voilà, c'est pas possible. Alors après, par exemple, vous avez créé le foot, vous avez trouvé la solution en créant vos propres structures. Après, nous, par exemple, on ne peut pas venir non plus avec vous parce qu'il y aura un problème de communication. Donc en fait, moi, en regardant tout ça, je me dis c'est dommage aussi parce que peut-être là, il manquerait encore une autre personne qui pourrait s'exprimer et aussi parler de cette discrimination que peuvent avoir les personnes sourdes aussi, qui ne correspondent non plus à aucune catégorie, ne peuvent rentrer dans aucun groupe finalement. Et là, c'est peut-être dommage qu'il y ait personne pour nous représenter, nous aussi, les personnes sourdes, voilà, sportives. Et voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Merci en tout cas de votre témoignage et bravo. Il est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré des gens qui s'occupent de la catégorie des sourds, notamment en cyclisme, pour essayer de voir comment on pouvait justement intégrer les personnes. C'est au tout début d'une relation pour essayer de collaborer en tout cas. Mais en tout cas, merci pour votre témoignage. Donc je pense qu'on va clôturer. C'est bon? Il y en a encore une ou pas? Non, c'est pas toi. Tu voulais pas parler? Il n'y en a pas, il y en a pas. Il y en a une dernière là. Une dernière. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Julie Fraioli, je suis aussi débuteuse. J'ai pas de questions en tant que telle, mais je voulais faire une petite précision qui me paraît un petit peu importante parce qu'on a parlé des personnes transgenres et en fait ça a été un peu associé à l'idée de changer de sexe. Mais c'est pas forcément ça. Quand on parle de personnes trans, en fait c'est vraiment la question de l'identité de genre, de comment on se sent soi-même. Donc il y a une question d'autodétermination. On peut se sentir femme, on peut se sentir homme, peu importe le sexe anatomique, le sexe biologique qu'on avait à la naissance. Et on peut aussi se sentir ni l'un ni l'autre, parfois l'un, parfois l'autre. Donc les personnes non binaires. Et ça me paraissait important de le préciser parce qu'on parle d'exclusion et justement dans des espaces comme les débuteuses, pour nous c'est des questions qui sont primordiales de dire tout le monde peut y trouver sa place et donc il y a un peu une sensibilisation à faire là-dessus et du coup j'étais un peu frustrée si on ne le disait pas donc voilà, je voulais finir là-dessus. Merci beaucoup en tout cas pour cette précision. Je vais clôturer donc cette table ronde. Merci à tous et puis en tout cas voilà, de bons débats. Et merci aux participants de la table ronde parce que je crois que vraiment il y avait beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement et je crois que c'est ce qu'on recherche en tout cas pour que tout le monde puisse pratiquer au niveau qu'ils veulent.